suivant nous propose un univers créé par Alphonse Daudet entre satire du monde médical parisien et utopie. Monsieur le secrétaire perpétuel Yves Lamure, je vous laisse nous mener jusqu'à ce territoire et accueillir notre guide. Alors Jean-Baptiste Barognan, docteur en droit, il était le directeur littéraire des éditions Marabout. Il est l'auteur d'une quarantaine, ou c'est peut-être une cinquantaine, et puis tous ceux qu'on ne sait pas, de recueils, de nouvelles et de contes. Également essayiste, anthologiste, et parmi tant d'autres activités, président de l'Association internationale des Amis de Georges Simenon. Il est aussi l'auteur de dictionnaires, dictionnaire amoureux de la Belgique, dictionnaire Rimbaud, dictionnaire de la gastronomie, de la cuisine des Belges, sans compter de remarquables biographies sur Verlaine, Rimbaud et Baudelaire, toutes parues chez Gallimard. Il est, selon Jacques de Becker, qu'il avait reçu en 2003 dans notre académie, un combattant des lettres, et Jacques ajoute un profil atypique. Alors, j'ajouterais une chose, c'est que probablement que Jean-Baptiste Barognan est notre Pessoa belge, ou notre Psoa belge, tant on peut le lire sous différents noms. Je n'en évoquerai que quelques-uns. Les romans policiers de Alexandre Louch. D'autres j'ignorais, même Jean-Baptiste, il y a jusqu'à peu, sous le nom de Jeanne Voisin, les ouvrages de Jean-Baptiste Barognan. Aussi sous le nom de Jean-Marie Méline. Alors, Jean-Baptiste Barognan est aussi l'auteur de très nombreux romans et ouvrages pour la jeunesse publiés chez Gallimard, chez Grasset, etc. etc. Voyageons avec toi. Je te remercie, Yves, pour ces paroles aimables. Ma communication sera assez courte parce que je suis limité dans le temps, dans mon temps de parole, mais je vous la trouverai complétée si une publication se fait. Je n'ai pas voulu faire un résumé, j'ai plutôt sauté toute une série de considérations que j'aurais voulu développer ici. Et je vous livre le résultat d'une étude, je dirais, concentrée, condensée. Publié par Charpentier en 1894 et dédié à Edmond de Goncourt, Les Morticoles est le 4e livre de Léon Daudet et constitue une satire du monde médical et une sorte d'utopie s'apparentant aux extraordinaires voyages de Gulliver. Le roman est écrit à la première personne par un vieil homme qui a 150 ans et s'appelle Félix Cannelon. Félix Cannelon, un vannier, raconte qu'à l'âge de 17 ans, il s'est embarqué à bord d'un grand navire faisant... Alors là, je ferai pas mal de citations, mais je ne vais pas chapaudir, je cite. Vous comprendrez sans doute aisément lorsque les termes ne sont pas les miens, mais ceux de Léon Daudet. 17 ans, à bord d'un grand navire, faisant le commerce avec les contrées les plus lointaines, et qu'un jour, à la suite d'une erreur de navigation, ce navire est arrivé en vue des côtes de la Morticolie, le pays habité par les morticoles, que le capitaine présente ainsi. Les morticoles sont des sortes de maniaques et d'hypocondriaques qui ont donné au docteur une absolue prééminence. D'après ce qu'on m'a dit d'eux, leur faculté de médecine est à la fois un parlement, une diète et une cour de justice. Les seuls monuments sont les hôpitaux et chacun y suit un régime. En Morticolie, le premier peuple de la terre, tout est sinistre, fétide, odieux, barbare.
contribue à favoriser et à enrichir la science morticole, pour laquelle les êtres humains ne sont que des animaux de boucherie. La médecine, rapporte Félix Cannelon, n'y est pas faite pour guérir, mais uniquement pour constater, ce qui explique le nombre effrayant de malades, d'estropiés et de moribonds dans les hôpitaux, où chaque lit est une chambre de torture. Au chapitre 3 de la première partie du roman, on découvre le terrible service des autopsies. Le terrible service des autopsies, dont la description par le menu est effrayante. Des pauvresses au sein flasque et disparu, au ventre flétri et ratatiné, des enfants lamentables échecs du destin, dépouilles massacrées, des hommes sans muscles, creusés partout où l'on doit être gras, entassés le long d'une allée blême plantée de cercueils. Entassés le long d'une allée blême plantée de cercueils. Dans ce pays athée, matérialiste, où le pouvoir appartient aux académies de médecine et d'autres sciences exactes, où on pratique le comptage sur des gens en parfaite santé, où on célèbre la fête nationale de la matière, le suicide est largement encouragé. Une affaire qui marche bien, en général à dose massive de poison. On va jusqu'à proposer aux amoureux de s'ouvrir des veines dans des bains tièdes et parfumés. Sans oublier l'euthanasie, une bonne manière de sortir proprement du monde, d'éviter cette anomalie de quitter de la douleur une existence que les désespérés fuient parce qu'elle est douloureuse. D'ailleurs, on fabrique de la cadavérine, laquelle, il va sans dire, est délivrée sans ordonnance. Et puis, chez les morticoles, la méchanceté est endémique et les femmes sont traitées comme des bêtes dont des médecins haut placés abusent à la moindre occasion et forcément sans le moindre scrupule. Au surplus, quand elles sont riches et désœuvrées, ils les inondent de drogue avant de les consoler, de les caresser et d'obtenir de leur part toutes les faveurs. Certaines ont même pour traitement des formules de mystère, un arsenal de remèdes secrets et précis propres à duper les simples d'esprit. Les simples d'esprit, avérés ou supposés, sont légion en morticolie. Et il y en a de toutes les engences qu'on enferme sur une simple dénonciation ou en guise de cobaye, en particulier dans l'asile dirigé par un certain docteur Ligotin, des rêveurs, dont des rêveurs politiques, des mélancoliques, des dégénérés, des gâteux, des délirants altruistes, c'est le terme employé par Daudet, des délirants raisonnables, des débauchés, des canailles, des idiots, des furieux qui vous mordent, vous déchirent, qui se battent toute la journée, auxquels on jette des trognons de choux qui se disputent. Ou alors des pleurards, c'est-à-dire des non-résistants, ceux qui gênent silencieux dans leur cave de caoutchouc, ou des gens qui ont une propension à la fureur picturale et réclament à genoux toiles, couleurs et pinceaux, et auxquels le docteur Ligotin et son équipe répondent par des douches, des massages et des applications de camisole. Autant de métaphoromanes, c'est un joli terme, autant de métaphoromanes, d'érotomanes, d'écoliaques, d'indépendants pernicieux qui menacent de saper les bases de la société, d'arrêter le progrès, de favoriser les révoltes, de ressusciter des croyances crevées.
Tel dramaturge, dit le docteur Ligotin, glorifie les dieux et les idoles, nous ramène à la barbarie. Son cerveau malade fait parler des arbres, les animaux, jusqu'aux pierres de la route. Tel poète complique de luxure l'acte saint et propagateur de l'espèce, le coït. Tel publiciste prêche cyniquement la lutte des classes. On le constate, vous le constatez, la satire des médecins contemporains est poussée ici à son paroxysme, bien au-delà de ce qu'on entend habituellement par ce terme de satire, tant les situations décrites sont hyperboliques, tant les dérives, les divers portraits des médecins mis en scène transcendent les schémas convenus de la caricature et s'assimilant à des pamphlets. Il est toutefois vraisemblable que certaines des caractéristiques attribuées à la plupart d'entre eux correspondent à celles des praticiens que Léon Daudet a lui-même connus pendant qu'il faisait des études de médecine, études qu'il a fort bel et bien achevées avant d'échouer en 1893 au concours d'internat des hôpitaux de Paris et partant de renoncer à la carrière de médecin. Tout indique que le principal motif qui l'a guidé à écrire ce roman est la pathologie de son père, Alphonse Daudet, atteint d'une grave maladie incurable. Des années durant, Léon Daudet a pu voir de près des visous, des souffrances endurées par cet homme qu'il admirait par-dessus tout et assister, pour ainsi dire, au jour le jour à l'absolue impuissance des médecins qui essayaient de le soigner et parmi lesquels figurait un grand ami de la famille, on a cité son nom tout à l'heure, le neurologue Jean-Martin Charcot, dont personne, déjà à l'époque, ne doutait qu'il s'intéressait davantage à la maladie qu'aux malades. D'après Olivier Cornu, ce dernier, donc Charcot, avait recours à une méthode dite thérapeutique consistant à suspendre le malade par les épaules et le menton pendant 20 minutes, puis par le menton et le haut du cou pendant 5 minutes, afin d'étirer la moelle épinière. En réalité, cette méthode accroissait terriblement les douleurs du malade, et c'était comme si, avec elle, Jean-Martin Charcot s'adonnait à l'aveugle à des expériences pseudo-scientifiques. Les Morticoles est au premier chef une grande œuvre littéraire, une œuvre fougueuse, frénétique, inspirée, inventive, enflammée, torrentielle, tour à tour réaliste et baroque, servie par une écriture chatoyante et souvent acide au vitriol, dirais-je, si je voulais employer un cliché, celle qui lui vaudra d'être un des plus brillants polémistes de son époque et qui triomphera dans l'immense majorité, qui triomphe, donc cette écriture fougueuse, torrentielle et qui triomphe dans la majorité de ses écrits. Et c'est justement parce que Léon Daudet a été un véritable thaumaturge de l'écriture littéraire qu'il a compris, aimé et défendu le premier, défendu bec et ongle, aussi bien Marcel Proust, Georges Bernanos que Louis-Ferdinand Céline. Trois romanciers que tout oppose, tout sauf que chacun a créé un univers propre et l'a porté vers des sommets. Il a pareillement compris, aimé et défendu bec et ongle Pablo Picasso et Claude Debussy à l'orée de leur carrière. Et que sont les fameuses pages des Morticoles que les prétendus fous, sinon un hymne à la liberté de créer, à tous les génies créateurs. Voici un échantillon de cette écriture chatoyante et caustique. À l'entrée des salons, une énorme dame s'était évanouie, et son mari, la tête de rat blanc, ne valait guère mieux. C'étaient des Wamphit, les rois de la finance morticole,
Ce petit vieillard abruti et désolé tenait dans ses mains étroites toute la fortune de tant de riches, et pourtant, secoué de hoquets, il ne répondait point aux quelques questions embrouillées de Madame Clapier. Il possédait, le prince Wanfit, une livrée célèbre, blanche et noire à boutons rouges, symbole des deuils qui déchaînent ces atroces combinaisons d'agios. Mais en ce moment, cette livrée opprimait son esprit d'image funeste. Sa commère était écroulée sur le tapis, dans sa jupe de brocart, dépoitraillée, ses faux cheveux grisants à côté d'elle, plus vastes que si elle avait eu 11 ventres, le cou et les épaules ouvertes de boutons aussi gros et nombreux que ces diamants, dont chacun représentait un crime, un suicide, une folie. Elle haletait, trempée de larmes et de sueur. Au vrai, Les Morticoles est un des seuls de la trentaine des romans publiés par Léon Daudet à avoir traversé le temps et à avoir été régulièrement réédité depuis 1894. Du reste, son titre est devenu une antonomase et désigne encore de nos jours des médecins dénués de scrupules au sens éthique du terme, des carabins, à l'instar de vulgaires charlatans. On entend encore, peut-être moins, mais quand j'étais jeune, c'était assez fréquent d'entendre parler des morticoles. Aujourd'hui, peut-être parce que le livre de Daudet est moins connu, il en est moins question. 2 ans après les Morticoles, Léon Daudet a fait paraître un excellent roman d'histoire et d'aventure, des aventures hardies et picaresques, Le Voyage de Shakespeare, avec lequel il a inventé un genre, la biographie romancée. C'est la première biographie romancée, on ne le dit pas assez, de la littérature française. Il s'est aussi intéressé à ce que Pierre Versin a appelé la littérature des conjectures romanesques rationnelles, en d'autres termes la science-fiction, comme attestent les Napus, fléau de l'an 2227, qui est une chronique plus ou moins satirique de disparition subite d'individus, sans qu'on soit capable de les expliquer, et en même temps la chronique de certaines grandes découvertes du futur, tel le principe de l'invincibilité à volonté, pouvant permettre, je le cite, aux rôdeurs, aux voleurs, aux criminels, aux incendiaires, aux profanateurs et aux maboules de toute catégorie de réaliser impunément leurs méfaits. On atteste également un roman intitulé Les Bacchantes, qui date de 1931, où le héros, installé dans un petit village du pays blésois, a mis au point une machine destinée à contrôler les ondes du temps. Elle lui offre l'incroyable possibilité de voir les événements du passé, ne serait-ce que des scènes de bacchanal, débridées et d'orgies pompéiennes. Pompéiennes, de Pompée, je bafouille un peu ici. Et de voir également de scabeuses partouzes, style Sodome et Gomorrhe. Écrivain prolifique, boulimique, insatiable, irrépressible, il travaillait, dit-on, 20 heures sur 24, armé, alors je le cite, d'un impeccable et formidable vocabulaire. Je cite, c'est une citation de Pierre Descaves, qui était membre de l'Académie Goncourt. D'ailleurs, Léon Daudet fait partie des premiers Goncourt à la fondation du prix. Auteur de 128 livres et de près de 9000 articles disséminés dans de nombreux organes, dont bien entendu l'Action française. Je dis bien entendu parce que dans la présentation de Léon Daudet au début de l'article que vous lirez, plus tard je ferai une petite allusion à sa biographie. Léon Daudet a aujourd'hui mauvaise réputation. Il s'est notamment distingué par son antisémitisme qu'il a hérité de son père. On ne le dit pas assez, mais
Daudet, père, était antisémite aussi, et qui affleure, bien entendu, dans les morticoles, à travers le personnage notamment du docteur Wallenstein, qui est un vieillard robuste et retors, ambitieux et rapace, avide et sordide, représentant de la race juive, formant chez les morticoles, comme partout, une classe à part, une classe détestée, mais puissante, un des morticoles les plus abjects et les plus monstrueux du roman. Et la figure de ce docteur Wallenstein est une parmi tant d'autres de personnages tout à fait exécrables. Je pense, très sincèrement, très intellectuellement, allais-je dire, je pense qu'il y a lieu de réhabiliter Léon Daudet. Il n'y a pas non, je m'exprime mal. Je pense qu'il n'y a pas lieu de réhabiliter Léon Daudet. Il y a lieu, beaucoup plus simplement, de dire qu'à côté de ces égarements, de ces vitupérations antisémites et souvent antidémocratiques, il a écrit des choses de très grande qualité. Non seulement les morticoles et le voyage de Shakespeare, mais des essais étonnants, comme les 2 volumes de ses souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux, qui d'ailleurs, eux, ont été réédités dans la collection Bouquins, qui a été publiée initialement en 1920-1926, et surtout les 8 tomes, que je conseille à tout le monde, les 8 tomes de la série Écrivains et artistes, rédigés et publiés entre 1927 et 1929, dans lesquels, grâce à l'acuité et la justesse de ses analyses critiques, il se montre, et je pèse mes mots, il se montre l'égal de Sainte-Beuve. À cette différence capitale, près, que Léon Daudet, lorsqu'il parle de littérature, d'art et de musique, ne cultive pas l'aigreur, l'éreintement à 2 sous, la détestation nocive et nuisible envers les écrivains beaucoup plus doués que lui. L'envie, la jalousie, la rescrie gratuite, le moi, le moi d'abord, ça c'est entre guillemets, le moi dans ma jeunesse, le moi dans mes portraits, ce n'est pas son affaire. Il y a dans son cas, note Léon Daudet, donc dans le cas de Sainte-Beuve, il y a dans son cas, Léon Daudet, dans le 2e tome de ses écrivains et artistes, de sourds remords, ce flot noir et âcre qui, dans les esprits sans envergure et des cœurs sans noble, tourne aisément en blasphème chronique. Sainte-Beuve était sagace, mais petit. Et plus loin, depuis que j'ai l'âge d'homme, je ne cesse de relire les lundis et les nouveaux lundis, Chateaubriand et son groupe, et d'autres ouvrages marquants de Sainte-Beuve. C'est un maître analyste quant au passé, demeuré toutefois petit et vireux quand il parle de ses contemporains. Je vous remercie de votre attention.